Jean, bonjour. Bonjour. Alors, tu es ici aujourd'hui parmi nous pour nous parler d'un livre que tu as sorti, dont on va parler tout à l'heure, mais pas avant que tu te sois un petit peu présenté. Quel est ton parcours de vie? Oula, ben j'étais à Paris en poste au ministère de la Défense en tant que civil, et j'ai trouvé un permutant pour venir sur Paris et moi sur Toulon parce que je devais épouser une Toulonnaise. Donc voilà, j'ai fait 10 ans donc à l'Arsenal, et puis j'ai toujours cette envie d'écrire des poésies. J'ai fait des concours de poésie, j'ai fait partie d'un club. Tu as fait un peu de slam aussi. On s'est connus au slam. Oui, j'ai fait du slam, j'écrivais des textes pour le slam. Mais je n'étais pas tellement le slameur de par les gestes et tout. J'écrivais des textes qui ont plu, ce qui fait que je l'ai donné autour de moi. Et puis, un beau jour, j'ai eu l'envie, je me suis dit pourquoi pas faire des nouvelles. Donc j'ai écrit des nouvelles. Et puis la nouvelle m'a amené en dehors de la réglementation de faire des nouvelles. Donc après, ça allait un peu plus loin. Puis je me suis dit, pourquoi je ne ferais pas un roman? Puis j'ai écrit plusieurs textes. Et puis étant assez timide d'un autre côté, bon, je laissais les textes de côté pour en écrire un autre, etc. J'ai écrit des petites pièces. Et puis un beau jour, je me suis arrêté. Et quand j'étais en poste à Paris, j'écrivais pour un journal local. Je dessinais pour un journal local. Donc voilà, j'avais cette manie d'écrire et de dessiner, de peindre, de faire des expos. Et puis je suis venu sur Toulon, j'ai continué, et puis un beau jour, j'ai rencontré une certaine personne. Dont on va parler tout à l'heure. Voilà. Hormis, donc ça c'est un très joli parcours d'artiste, mais tu as eu aussi un parcours engagé, associativement. Oula. Je fais du bénévolat depuis l'âge de 25 ans, je vais en avoir 76. J'ai fait Enfance et Partage, Terre des Hommes, j'ai fait le tri de médicaments pour le tiers-monde, j'ai fait la maraude, j'ai fait plein de choses. Dès qu'il y a quelqu'un qui a besoin de moi, de nous, associativement parlant, je ne peux pas faire autrement que d'y aller. Moi, je pars du principe que seuls nous ne sommes rien. Ma grand-mère me disait... Et ensemble, on peut aller plus loin. Voilà, ma grand-mère me disait, tu vois là, ta main, elle en cachait une et elle me disait, avec celle-là, tu fais rien. Voilà, donc j'ai été un peu élevé comme ça à Toulon avec ce précepte. Et puis j'aide les autres, tant que ma santé me le permettra, j'irai, voilà. Et il n'y a pas de raison que ta santé ne te le permette pas. Jusqu'à 103 ans où moi je vais aller. Je le souhaite à tous, en étant en bonne santé. Oui. Donc pour moi c'est un grand plaisir de te recevoir. Donc nous allons maintenant parler un petit peu de ce livre que tu as écrit qui est, je dirais, qui n'est pas très gai mais qui est tellement à fleur de peau émotionnellement et qui s'appelle, je te laisse dire, c'est ton livre, je te laisse parler de ton livre. Alors mon livre s'appelle « Elle ne parlait qu'avec les yeux » parce que la personne de ce livre, elle m'a demandé elle-même de l'écrire. Elle m'a dit, à quelques mois où elle ne pouvait plus parler parce qu'elle avait un masque que l'on appelle une VNI, qui était reliée, elle m'a dit je veux que tu écrives ce livre, il faut que les autres le sachent, cette façon de vivre quand on sera en fin de vie. Donc j'ai écrit ce livre, Elle ne parlait qu'avec les yeux, parce que nous ne pouvions parler qu'avec les yeux. Parce qu'elle était à ça voulait dire oui, que par geste, les yeux écarquillés, ça voulait dire non. Et quand elle regardait au-delà de sa chambre vers la fenêtre, ça veut dire qu'elle était fatiguée ou qu'elle n'avait pas compris. Donc cette personne avait la maladie de Charcot. Elle avait la maladie de Charcot. Au tout début, on a cru, les médecins avaient cru que c'était une fibromyalgie, mais les choses allant, on est obligé d'aller sur Paris pour avoir un avis concordant, et effectivement, c'était bien la maladie de Charcot. D'autant qu'il n'y a pas beaucoup de centres hospitaliers qui traitent cette maladie et qui la décèlent. Après, par la suite, s'il doit y avoir autre chose qui est provoquée telle qu'une trachéotomie, c'est forcément les hôpitaux. C'est forcément. Là, elle était dans un centre pour personnes dépendantes, voilà, et c'était la seule qui avait la maladie de Charcot. Et j'ai la direction qui m'a permis de rester 30 mois près d'elle. La seule chose que j'ai à faire, bien sûr, c'était de veiller sur elle, la désangoisser, lui porter de l'amour, de la présence, la réconforter, d'être des fois présent la nuit, parce que j'ai vécu pas mal de nuits où j'avais la lampe électrique à la main et à guetter si elle respirait ou pas. C'est très stressant.
ce qui m'a fait faire trois AIT, 3 alertes cardiaques. Elle était d'un côté du bâtiment, moi de l'autre. Oui. Mais il était inconcevable que je ne vienne pas l'aider. Évidemment. Au travers de ce livre, donc, très émouvant par ce côté de lien que tu avais avec cette personne, tu y parles aussi de la souffrance en général qui peut se passer dans ces institutions et dans ces cas-là, mais ça traite aussi de plusieurs sujets, dont la fin de vie. Alors, la fin de vie sera pour après, oui. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a ce manque de personnel dans des centres qui sont hospitaliers, qui reçoivent... Je suis tombé sur des infirmières d'un côté complètement affolées, d'un autre côté des infirmières déshumanisées, je suis tombé sur des aides-soignantes très convenables, très bien, que les infirmières appellent les décrocs de cul, c'est une élégance entre elles. Voilà, j'étais là pour comprendre ses gestes, ses regards, ses angoisses, quand elle était... hygiéniquement parlant, elle était mouillée, quand elle était... Et puis il y a du personnel qui arrive quand vous avez sonné, qui ouvre la porte, qui vous dit « c'est quoi encore ?» Je de lui expliquer « monsieur, nous sommes là depuis 7 heures, il est 15 heures, nous n'avons toujours pas mangé. » Alors c'était pas de la maltraitance au sens propre, mais elles étaient débordées, c'est surtout ça. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a entendu sur des infirmières qui sont déshumanisées, qui ouvrent la porte, ni bonjour, ni bonsoir, qui viennent faire ses soins, qui repartent. Et puis il y en a d'autres qui sont complètement paniqués, qui sont complètement débordés. Il n'y a pas assez de personnel. Moi j'ai vu qu'elle amenait des personnes, des aides-soignantes, amener des personnes âgées dans les fauteuils roulants, mettre le frein, repartir pour chercher deux autres. Ce qu'il y a, c'est que la personne âgée, les deux qu'elle avait amenées, savaient enlever le frein et ils se croisaient. Et après, la même personne âgée n'avait pas mangé et se plaignait auprès de la cadre. Donc voilà, il y a plein de choses qui ne vont pas, il n'y a pas d'horaire pour manger. La nuit, il y a 2 personnes pour presque une quarantaine de personnes. Il y a du personnel qui n'a pas le droit de donner du médicament qui est employé, mais qui donne les médicaments, c'est-à-dire celui pour endormir la malade et avoir la paix, ça c'est ignoble. Voilà, Mais néanmoins, ce n'est pas une généralité non plus. Non, je sais que ça arrive dans beaucoup de centres, mais dans celui où j'étais... Alors, on me reproche, je ne vais pas dire le centre où c'était, je vais vous dire simplement pourquoi. Parce que si je donne le nom de ce centre, avec tout ce qui ne va pas, ça voudrait dire que toutes les autres sont bien. Donc, or, je le sais, ça fait assez longtemps que je suis bénévole là-dedans, et auprès des autres qui sont du métier, que c'est de partout qu'il y a des choses qui ne vont pas. Tout à fait. Donc, pour ce qui est de la fin de vie, je fais partie de l'ADMD, l'Association du droit de mourir à la dignité, je suis référent, et en même temps, nous prônons que pour les personnes dont on sait que leur vie est limitée, qui sont en fin de vie, de leur faciliter le départ. On ne dit pas le moment, dans les associations ou dans les hôpitaux où ils sont, on n'emploie jamais le mot mort. Donc, ce qu'on voudrait, c'est que, au lieu de, comme il est arrivé il n'y a pas longtemps, que je lis dans Var Matin, que je remercie hier d'avoir fait 2 grandes pages sur la fin de vie et placer le débat, c'est qu'on avait dit à cette personne, elle n'a pas une maladie neurodégénérative, elle a juste 60 ans, elle n'est pas en fin de vie, donc non. Et ce monsieur est obligé d'aller en Suisse pour que sa femme, ce soit elle qui appuie sur... Donc voilà, je trouve ce que je dis dans mon livre, ce que je dénonce, c'est que l'on soit obligé en France d'aller en Suisse ou en Belgique, entre autres, parce qu'il y a d'autres pays, pour espérer avoir une vie digne, quand même entre 9 000 et 12 000 euros, et ça dure plusieurs mois avant que le pays en question accepte de vous faire passer de vie à trépas. C'est très angoissant, c'est très... Alors moi, dans ce livre, je donne des ouvertures, je m'insurge en tant qu'individu, pas forcément au nom de la DMD, je m'insurge sur ce procédé. Vous avez des gens qui sont là, qui attendent quoi? Qui attendent qu'un médecin qui veuille bien les libérer, parce qu'ils en ont marre. Et que ce dit médecin ne veut pas. Voilà. Peut-être parce qu'il n'est peut-être pas assez couvert par les instances médicales, peut-être, bon, il y a plein de choses. Il faut dire que la loi est très ambiguë encore à ce moment. Voilà, alors il serait temps que les personnes qui s'occupent de ça, qu'on change la loi Clay-Leonetti, qu'on permette aux gens, quelle que soit la maladie du moment qu'elle est en phase terminale et qu'elle est reconnue, de pouvoir leur faciliter le départ. C'est pour ça que je dis aussi dans ce livre, je le dis lors de mes réunions, il faut que les gens
pour qu'ils soient rassurés, et les familles aussi, adhèrent à une association. Ils peuvent adhérer à la DMD ou à celle qu'ils veulent, mais enfin moi je représente la DMD, de façon à ce qu'ils y déposent leur dernière volonté, qui désigne un garant. Parce que c'est cette personne-là que les médecins se tourneront pour pouvoir savoir ce que la personne en question a dit, voulait ou ne voulait pas. Tout à fait. Donc j'informe les gens, c'était à adhérer à une association pour se couvrir et que leur légitimité soit respectée. D'accord. Combien de temps as-tu mis pour écrire ce livre? Tu l'as commencé quand? Tu l'as terminé quand? Je l'ai commencé sur place, je l'ai commencé sur le vif, pendant ces moments d'accalmie. J'avais un ordinateur portable que j'ai plus malheureusement, et dès qu'il y avait un peu d'accalmie, où moi je pouvais enfin regagner le studio que je louais, parce que je passais presque 3 à 4 nuits par semaine auprès d'elle, je tapais tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais su, tout ce que j'avais entendu. Ce qui fait qu'en 3 ans de présence, j'ai rempli un peu plus de 200 feuilles. Il m'a fallu un peu me faire à mon retour sur Toulon. Bien sûr. Bien digérer ça, et puis mettre 2 ans et demi pour l'écrire. Ce qui fait que j'ai consacré 5 ans de ma vie. Oui. Mais ce que j'ai fait, je ne le regrette pas. Parce que je le dis dans ce livre, quand on aime, on ne quitte pas. Voilà. Donc, il faut dire aussi que cette personne, ça je le dis pour les hommes et les femmes qui se quitteraient peut-être un jour, pour une raison X que je mets dans ce livre, j'étais revenu sur Toulon, et puis quelques années après, elle me rappelle au nom du poème que j'avais écrit, « Nous nous sommes aimés, mais restons amis ». Donc, elle a dû se souvenir de cette poésie, je pense, et un soir, je reçois un texto, alors j'allais partir pour faire ma cure, en me disant, voilà, j'ai une maladie que l'on appelle une SLA, syndrome latéral amyotrophique, et je vais mourir, est-ce que tu peux venir m'aider? Et elle me met en PS, j'ai beaucoup grossi. Bon, elle a dû me tendre, elle a dû envoyer un bouchon pour savoir comment je vais réagir. Et puis là il y a mes yeux, bon, j'ai tout annulé, je suis parti la rejoindre. Et nous nous sommes retrouvés, et nous avons beaucoup parlé. J'ai dormi à l'hôtel de la ville, et le lendemain matin, j'ai pris ma décision en me disant, c'est quand même une femme que j'ai aimée comme un fou, je suis reparti en l'aimant comme un fou. J'étais peiné de plus la voir, et tout d'un coup, elle me rappelle. Alors que plein de gens me disent, elle te rappelle une fois malade? J'ai dit, moi, elle a rallumé des braises qui étaient toujours prêtes à être allumées, et j'ai aimé cette femme comme un fou, je continue à l'aimer, j'arrive pas, j'ai sa photo avec moi dans ma chambre, et je suis revenu l'aider. C'est pour ça que je dis, quand on aime quelqu'un, ça c'est une théorie, me direz-vous, mais quand on aime quelqu'un, on va jusqu'au bout, on reste jusqu'au bout. Je suis bien et d'accord. Je vais fermer les yeux. Ce qu'elle a adoré, c'est pas pour me jeter la fleur, elle adorait mes yeux bleus, c'est ce qui nous avait fait flasher tous les deux, du moins elle pour moi. Et alors qu'elle ne bougeait plus depuis presque 24 heures, tout d'un coup, j'ai vu sa tête se tourner vers moi, elle m'a regardé, puis elle a fermé les yeux. Voilà, donc c'est une femme que j'ai aimée et avec qui je ne parle aucune langue, mais celle de parler avec les yeux, je pourrais l'enseigner. J'ai réuni 7 calepins et dessus, je mettais un peu ce qui pouvait m'aider. BA, c'était le bassin. Inf, c'était l'infirmière. Quand elle regardait à gauche ou à droite, je savais si c'était l'eau pour son médicament, je savais si elle voulait un gant d'eau fraîche, je savais. Tout passait par le regard. Voilà, tout passait par le regard. Et alors moi, je sais très bien, pour avoir été aidant, d'avoir suivi un stage à la garde avant de partir, ce qu'il ne fallait pas faire envers ces personnes qui n'avaient plus la parole, ne pas les saouler avec la dernière blague de n'importe qui, ne pas leur... avec parcimonie. Elle est fatiguée, surtout qu'elle était auxiliaire de vie, elle savait ce qui l'attendait, elle a accepté jusqu'au bout. Moi, j'étais là pour la désangoisser et l'aimer. À ma façon, une nouvelle façon d'aimer les gens. Et j'essayais toujours de la faire rire, pour la désangoisser, pour dédramatiser un peu l'atmosphère ou l'instant présent. Et je pense que j'y suis arrivé, parce que même si elle pouvait parler, je voyais le plissement de ses yeux, je la voyais sourire, je la voyais... Voilà.
Un beau témoignage d'amour que tu nous livres là. Ouais, ouais. Est-ce que ça a été compliqué de trouver un éditeur ou est-ce que tu as trouvé facilement? Non. Je voulais finir en disant... Alors, fini, oui. Je voulais finir en... Mais on va en parler de ton actualité juste après. Ouais. Donc, je voudrais juste terminer sur la conception ça a été compliqué de trouver un éditeur, mais si j'avais su, je n'aurais pas pris. J'ai écrit à 3 grands, à 3 moyens, à 3 petits, sachant que les grands éditeurs te répondent au bout de 6-8 mois, ou ne te répondent pas, ce qui fait que tu attends toujours, tu ne tournes pas vers quelqu'un d'autre. Et un jour, j'ai Maya, les éditions Maya, dont le directeur est M. Nicolai, qui me dit votre livre rentre dans notre catégorie, dans notre... Bon, donc j'ai discuté avec cette personne, et puis, bon, ce qu'elle m'a dit, bien sûr, c'est forcément convaincant. J'ai envoyé tout ce qu'il fallait. Nous avons, ça c'est le côté sérieux, nous avons travaillé sur le livre, ce qui allait, ce qui n'allait pas. Par contre, je me suis fait leurrer quant à la publicité qu'ils disaient me faire, et les séances de dédicaces qui ne sont pas vraies. Donc j'ai eu beau relancer il n'y a pas très longtemps le directeur, je n'ai pas de réponse du tout. C'est pour dire comment on considère les auteurs. Voilà, donc j'ai mis presque entre l'envoi du texte et au bout d'un mois, ils m'ont répondu. Les autres, aucune réponse. D'accord. Ils ne sont pas forcés de répondre. Nous ne te faisons pas de fausses promesses, puisque nous avons, je te la dirai ensuite et nous la diffuserons, nous avons déjà fixé 1 ou 2 dates pour te faire dédicacer. Merci. Nous allons parler aussi de... Alors, d'abord, si quelqu'un veut te contacter pour prendre ton livre, en dehors des dédicaces, si quelqu'un veut prendre ton livre, est-ce que tu as des coordonnées à donner? Est-ce que tu as un site ou pas? Est-ce que tu as une page Facebook? Est-ce que tu as un téléphone? Alors, je ne donne pas mon téléphone parce qu'on m'appelle à 23h. D'accord. Voilà. C'est mon prénom et mon nom, Jean Vuotto, JEANVUO2TO, @gmail.com. D'accord. Je viens sur place et je le dédicace. Et puis évidemment, si les gens veulent passer par notre association, il n'y a aucun problème non plus. Merci. Ensuite, nous allons parler donc de ton actualité. Tu es très investi donc sur la fin de vie pour cette association dont tu vas nous parler, dont il y a effectivement 2 pages dans Var Matin. Je te laisse dire ton actualité. Alors, dans le Var Matin qui est paru mercredi 22 février, il y a un article qui est très, très explicatif sur la fin de vie. Et la cadre que j'ai au-dessus de moi, qui s'appelle Madame Nadja Cosmore, c'est avec elle que nous chaperonnons un peu ça, cette association. Bien sûr, je me réfère à ce qu'elle me dit. Nous combattons ce que nous avons dit tout à l'heure, à ce que les gens sachent qu'il faut adhérer à une association, mais que nous sommes, nous, pour que les soins palliatifs, effectivement, ça a été fait par le docteur Kouchner, par le ministre, ou qui était ministre. À l'époque, oui, ça allait. À l'époque, je crois que c'était en 90. Nous voulons bien, même sans faire partie de la BMD, en tant qu'individu, nous voulons bien le soin palliatif, mais le soin palliatif, il a un moment où il faut s'arrêter. Parce que quand on met un médicament, au bout d'un moment, il devient létal. Donc, alors on entend dire que les médecins disent qu'il ne faudra pas leur retomber sur le dos si par la suite la personne décède. Ben oui, mais enfin bon... alors nous, ce que nous voudrions, ce que je disais tout à l'heure, c'est ce que nous défendons, c'est que la personne dont on sait que le temps de vie est raccourci, quelle que soit la maladie, que ce soit un accident, n'importe quoi, ça peut arriver à n'importe qui, à n'importe quel moment, que l'on facilite le départ et non que l'on attende que vous rentriez dans une phase dite de souffrance et de... Voilà. Il ne faut pas laisser les gens être comme ça dans l'attente. Moi, je l'ai vécu, et avec difficulté, avec Clarisse, parce que c'est son prénom, elle me disait « c'est en ». Et il a fallu que je comprenne dans l'après-midi que ça voulait dire « c'est quand ». Et moi, d'anticiper, de lui dire « pourquoi tu en as assez ?» Et me dire « oui » avec les yeux. Donc, il ne faut pas qu'on en arrive à ça, parce qu'il y a une souffrance physique, il y a une souffrance psychologique. Même que vous soyez du métier ou pas, vous êtes là, vous attendez, et en vous-même vous dites c'est quand. J'ai laissé mes dernières volontés, j'ai un référent, on attend quoi? Vous vous rendez compte qu'on est obligé d'aller ailleurs? Alors en France, nous ne sommes pas capables, nous. Alors M. Macron, notre président de la République, dit je suis d'accord, c'était sur le journal, avec le système belge, mais qui viennent, comme il a fait pour la Covid, qui viennent à l'écran,
à la télé nous dire, ben voilà, nous allons, nous Français, faire comme, mais que nous ayons quelque chose à nous et nous faire référence à un autre pays, alors que nous devons souffrir, et si vous n'avez pas les moyens, donc vous devez rester en France et souffrir. Il faut qu'il légifère sérieusement. Sérieusement, alors je le dis parce que nous le savons, mais ce qui est dit dans le journal, il y a entre 2000 et 4000 euthanasies en France clandestines. Voilà, donc moi ce qui me fait peur, c'est que l'on va arriver vers des dérives. J'extrapole peut-être, mais sans être trop loin de la vérité. On va arriver que si le gouvernement ne légifère pas sur le problème définitivement, et non s'occuper des médecins qui veulent avoir le pouvoir sur nous, il va y avoir j'ose employer le mot, ça m'est égal, des magouilles, des arrangements. Financiers aussi. Voilà, financiers aussi, qui va dire, ben moi si vous voulez, je ne veux pas de ce pays-là, je ne veux pas de cette France-là. Voilà, nous sommes dignes debout, nous devons être dignes, même malades. On n'a pas à perdre cela. Alors se dire qu'on va avoir recours à autre chose d'amoral, bon, il faut voir aussi que, bon, j'ai l'article là, il ne faut pas oublier non plus que les tribunaux, puisque c'est écrit dans Le Monde il y a un mois, que les tribunaux demandent un peu aux juges de calmer un peu la chose en ne donnant pas d'accusation, en n'en donnant pas de peine de prison ou autre, ou même pas du tout pour les personnes qui ont vécu ce drame. Voilà. Je refais référence à un monsieur qui, il y a un mois, elle avait 60 et quelques années, la maladie de Charcot, il l'a suicidé, il s'est suicidé après. Là, voilà, on a déjà un exemple devant nous, on va arriver à ça, voire pire. Tout à fait. Alors après, il sera temps de faire des lois et de condamner. Non, si vous mettez des barrières avant, il n'y aura pas un franchissement, il n'y aura pas de condamnation, parce que ces pauvres gens, je les comprends, je l'ai vécu. Je n'ai pas accédé au désir de ma compagne, je n'en avais pas d'abord le courage, et puis c'est pas à moi à faire ça. Et puis, ce monsieur a dû avoir un courage extraordinaire. Suicider sa femme pour l'avoir dans la souffrance et se suicider après, je ne sais pas si j'en aurais le courage. Mais voilà, donc il faut que la loi Clay-Leonetti change et que l'on permette aux gens dont on sait qu'ils sont en fin de vie puissent partir librement, puisqu'ils ont rédigé leur dernière volonté, la famille est prévenue. On sait très bien que ce n'est pas un médecin seul qui décide, c'est tout un collège de médecins qui décide. Si tout est au diapason, dirais-je, pourquoi attendre ? Parce que les médecins, quand ils vont, moi je le dis à chaque fois, à chaque réunion, les médecins qui rentrent dans la chambre du malade, il prend des nouvelles de la malade, il a ses médecins, il a l'interne auto, il dit ce qu'il faut faire et il s'en va. Mais c'est nous, les aidants, qui sommes là. Moi je suis aidant depuis de nombreuses années. Je peux vous dire que parfois ce sont les aidants qui disparaissent avant la personne dont ils s'occupent. N'importe qui ne peut pas devenir aidant. Il faut de sacrées épaules. Moi j'avais de l'amour, je suis allé suivre des stages, on m'a parlé du côté psychologique, du côté voilà. Mais être aidant, c'est atroce, c'est atroce. Vous pouvez être aidant parent, ça peut être aidant, mais il faut une loi. Moi je dis, il faut le vivre pour le voir, pour le croire. Moi je me suis fait critiquer dans le lieu où j'étais. Mais après, on s'est rallié à moi, quelqu'un m'a dit, une aide-soignante m'a dit donc, je le mets dans le livre, vous devez vraiment l'aimer pour avoir fait ce que vous avez fait. Ben oui, parce que comme je l'ai dit, quand on aime, on ne part pas. Je pouvais très bien venir lui dire, oh là là, et repartir. J'aurais eu honte, en tant qu'individu. Voilà. Et pourquoi lui donner plus de souffrance à elle alors qu'elle sait qu'elle va partir ? Absolument. En tournant rond. Voilà. Donc, être aidant, c'est pas pour n'importe qui, mais les aidants qui restons dans la chambre quand les médecins et les infirmières sont partis, vous ne pouvez pas savoir ce que c'est atroce. Que de questionnements par les yeux, que de gémissements, Et puis il y a des internes complètement, je me demande ce qu'ils font là. Je revois ce médecin, cet interne, avec le stéthoscope à la main, en tenant chacun, en faisant le kékou, comme on dit chez nous, et sachant que ma compagne était là sur un brancard, et il nous dit fortement,
si c'est que par la suite, il sera fait une trachéotomie, ce qui arrive dans ces cas-là, c'est pas la peine, il n'y a qu'à lui faire la piqûre létale tout de suite. Vous rendez-vous compte de ce que la malade La violence des propos. a entendu? Voilà. Donc, bien sûr, il m'a entendu. Et quand je suis rentré, dans le soir, elle me dit ce qu'il y a en tête de mon livre. Je ne veux pas mourir de la main de l'homme, mais de celle de Dieu et en France. Voilà. Là, ça explique un peu de tout ce que les malades peuvent. Merci Jean. Est-ce que tu as une actualité à annoncer ou pas du tout? Prochainement, la DMD nous organisons une prise de parole dans plusieurs lieux, Fréjus, autres, la Seine-sur-Mer et autres. Moi, je vais comme d'habitude avec un ami qui s'appelle William, qui a fait déjà devant Carrefour avec moi. Nous serons tenus de mourir dans la dignité. Alors, quelle est la prochaine actualité? La date? La date, elle ne m'est pas donnée. Pas encore. Je la mettrai sur ma page Facebook. Absolument, puis nous la communiquerons. Ouais. Je signale que j'ai une page Facebook qui s'appelle Toulon, ma ville, je l'aime, je la protège. On pourra toujours me balancer aussi des messages, je suis très ouvert. Et nous allons faire une distribution de flyers pour donner aux gens les dernières avancées gouvernementales sur les maladies neurodégénératives, on rend compte sur toute personne qui serait atteinte d'une maladie, et leur dire un peu ce que je viens d'expliquer, de prendre l'initiative d'aller à une association pour déposer ses dernières volontés et de nommer un référent. Merci. Le mot de la fin, tu as quelque chose à rajouter qui pourrait amener les gens à vouloir acheter ton livre? C'est un livre qui parle d'amour, même si je parle des conséquences de mon amie Clarisse, de ce qui se passe avec les infirmières et autres, mais c'est un livre rempli d'amour. J'ai fait une chose qu'elle n'a jamais su avant de partir. J'ai pris mon téléphone et j'ai appuyé sur magnéto et je l'ai laissé parler. Je lui lançais les sujets quand nous allions à tel endroit, quand nous faisions nos cures, quand nous allions au bord de rivière. Tout ça est repris dans ton livre. Voilà, tout est repris dans ce livre et je laisse parler cette femme pendant plusieurs pages. Et tu as mis ce livre en dépôt quelque part ou pas du tout? Alors malheureusement, ce livre peut se trouver dans toutes les librairies de France, mais il faut le commander. J'ai été puni parce qu'il ne pouvait pas me le livrer dans le temps imparti. Donc, voulant les distribuer autour de moi à mes enfants, j'ai acheté des exemplaires de ce livre pour pouvoir leur en faire cadeau. Et ben voilà, donc je ne suis pas distribué. Si vous allez à Charlemagne, vous ne le verrez pas, mais vous pouvez le commander. Mais moi, j'ai avec moi 10 exemplaires que je suis prêt à dédicacer et à parler de mon livre, à parler de Clarisse, à parler de la DMD, à parler quand ils veulent, je suis à leur disposition. D'accord.